C'est vrai que depuis la dernière élection présidentielle, le rappel a fait ce qu'on appelle une mutation. Parce que nous estimons qu'on n'était plus dans le domaine de mobilisation, des grandes masses, de tout ça. Et nous avons privilégié le débat, vraiment discuter avec les Sénégalais. Et nous avons constaté également que, comme le disait quelqu'un d'ailleurs, très célèbre dans ce pays-là, nous, politiques, nous passons 80% de notre temps à parler de ceux qui n'intéressent qu'à 80% des Sénégalais. Donc nous avons dit, en tant que politique, nous devons prendre en charge les problèmes des Sénégalais et en parler. Et parmi ces problèmes, nous avons listé un certain nombre. Nous avons parlé, bien sûr, de la campagne agricole, commercialisation de l'arachide, pour saluer les efforts qui ont été faits par la Sonaco. Je n'entre pas dans les détails, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous avons parlé de l'électricité. On parle de l'électricité et du coût, justement, qui a été élevé. C'est vrai, il faut saluer les performances de la Sénélec depuis 2012, parce que vous vous en souvenez, il y avait des coupures intempestives d'électricité qui avaient même occasionné ce qu'on a appelé les émeutes de l'électricité. Mais depuis l'avènement de sa nouvelle direction avec Matar Cissé, et ça se poursuit aujourd'hui, des efforts certains ont été faits. Le prix de l'électricité a été diminué à 2 ou 3 reprises, je crois. Mais là où nous pensons qu'il y a des problèmes, si la Sénélec, pour des raisons objectives, veut procéder à une augmentation du coût de l'électricité, après une étude technique et financière fiable, il fallait discuter avec les Sénégalais. Nous ne sommes plus à l'ère où il faut imposer des décisions. Il faut discuter avec les Sénégalais. Il fallait en autre, et il faut le faire, pour nous ce n'est pas tard, en tout cas mieux vaut tard que jamais, appeler les associations de consommateurs, les leaders d'opinion, les imams et tous, discuter avec eux et dire voilà pourquoi nous voulons augmenter justement le coût de l'électricité. Si on ne le fait pas, ça ne fait que créer des problèmes. C'est valable également pour ce qui concerne l'eau. Notre propos n'est pas de dire tel a raison ou tel a tort. Le travailleur a le droit d'aller en grève, c'est son droit le plus absolu. Mais nous nous exigeons du gouvernement sénégalais. D'abord, nous lui demandons avant d'exiger. Nous lui demandons une certaine souplesse qui peut lui permettre de se retrouver avec les travailleurs. Mais nous exigeons du gouvernement sénégalais deux choses. C'est la fourniture correcte de l'eau et le respect des règles de fonctionnement de de la République. Il est inacceptable que quelqu'un puisse se lever un matin pour tel ou tel autre, pour dire je vais couper l'eau, je vais vous priver d'eau. Je pense que personne n'a le droit de le faire. Donc pour nous, c'est une question importante sur laquelle nous avons discuté. Vous avez semblé également remettre en cause les rapports de l'ARMP. Oui, je vais en vous dire. Je viens à ça. Avant le rapport de l'ARMP, je vais parler des embouteillages à Dakar. Nous avons vu que partout, il y a des embouteillages. Les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le gouvernement du Sénégal, par le biais de son agence Agiroute, est en train de construire 13 autoponts. La construction terminée, et ajouter le BRT et le TER, on n'aura plus de problème de circulation à Dakar. Mais ça, il faut en discuter avec les Sénégalais. Il faut les informer. Il faut communiquer avec les gens. J'ai donné un exemple tout à l'heure pour dire que si vous faites un concert, par exemple, à Sorano, 2 ou 3 mois avant, au niveau de toutes les télés, vous faites de la communication. Nous également, nous devons faire la même chose. Parce que vous marchez dans les rues, les gens, mais là, qu'est-ce qui se passe ici? Or, si on avait fait une bonne communication, on aurait su qu'à partir de telle date, il y a 13 autoponts qui vont être construits. Et c'est pour nous qu'on le fait. À partir de ce moment, les gens prendraient des dispositions. En ce qui concerne l'histoire de l'ARMP, il faut saluer le travail que l'ARMP est en train de faire. Comme je le dis, je le compare à un gendarme. Quand un malfaiteur voit le gendarme ou le policier, il fait attention. Donc l'ARMP, ne serait-ce que pour ça, est encouragé à soutenir. Mais nous disons qu'il y a des problèmes que nous ne comprenons pas. Quand l'ARMP désigne un cabinet d'audit, dirigé par un monsieur qui s'appelle Ndiagassar, la lettre est là avec moi. Et dans ses conclusions, il dit que le COUD s'est conformé aux règles d'attribution et d'exécution des marchés publics. Écrit noir sur blanc le 2 août 2019. Si après on nous dit que celui-là a fait des malversations, mais on a dit il y a un problème. Celui qui a audité a dit ça s'est très bien passé. Celui qui n'a pas audité nous dit il y a malversation, donc il y a problème. Et mon intelligence, moi aussi petite soit-elle, me dit que si quelqu'un, pendant 5 ans, gère un budget de 25 milliards, ça fait au total 120 milliards, s'il doit procéder à un détournement, ce n'est pas 10 ou 20 millions qu'il va détourner. Concernant le mandat présidentiel, on a comme l'impression que vous êtes contre la limitation des mandats. Ah oui, nous sommes contre la limitation des mandats. Ça ne s'adresse pas à un 2e, 3e, 4e ou 5e mandat. Ce que nous disons, nous, c'est que dans une démocratie, le peuple est souverain. Le pouvoir n'appartient qu'au peuple. Or,
Si on dit vous avez droit à 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, ça veut dire qu'on a retiré au peuple son droit. Le combat, c'est de faire en sorte que les élections se passent démocratiquement de manière très sincère, qu'on sache que voilà celui qui a gagné. Deuxième chose, il y a des mesures qu'il faudrait prendre. Nous pensons que si vous êtes candidat, président et candidat à votre succession, à partir du moment où le Conseil constitutionnel a annoncé la liste des candidats, vous ne devez plus avoir le droit de retirer de l'argent dans les comptes du Trésor. Il y a d'autres mesures peut-être, je cite uniquement ces mesures-là. Vous ne devez plus être en mesure d'affecter des hauts fonctionnaires, qu'ils soient militaires ou civils. Vous ne devez plus être en mesure de signer des contrats pour le compte de l'État du Sénégal. On parle aujourd'hui de pétrole, on parle de Franck Timis, et on dit que ce contrat a été signé la veille de l'élection présidentielle. Il faut tirer des leçons de tout ça. Et je rappelle toujours l'exemple du président Abdou Diouf, qui, avant l'élection présidentielle de 2000, avait dit à son gouvernement, ne faites plus d'engagement, rien que les affaires courantes. Fonctionnement, salaire, point. Pour le reste, attendons l'après-élection. Si nous sommes réélus, nous continuons à dérouler notre programme. Si un autre est élu, il trouvera les moyens de faire ça. Donc nous estimons que c'est des mesures importantes. Et ça, c'est valable également pour les maires et pour les présidents de conseil départemental. Parce qu'on sait également qu'un maire qui est candidat à sa succession, mais c'est pendant cette période-là que je vais demander un terrain, un autre va demander une cantine, un autre va demander ceci, un fournisseur vient vous faire signer des engagements, tout ça sur le dos du contribuable sénégalais. Nous avons dit que c'est ça qu'il faut arrêter. Et si nous réglons ces questions-là, nous estimons que les problèmes sont réglés. Vous dites également que les... S'il vous plaît, je compte sur la sécurité. Sur la sécurité, pour nous, c'est une question centrale. Le gouvernement, certes, a fait beaucoup d'efforts dans le recrutement des forces de sécurité et de défense, dans leur équipement également. Mais ça ne suffit pas. Il faut innover. Et je me demande même si c'est de l'innovation, parce que ça se pratique ailleurs, dans le pays. Nous pensons aujourd'hui que les militaires doivent être mis à contribution. Et je cite toujours l'exemple de Thiaroye. Je suis presque sûr que les jeunes qui sont là-bas, qui la nuit sont dans le camp militaire en train de dormir, ils seront mal à l'aise de savoir que la veille, leur papa, leur maman, leur oncle, leur frère ont été agressés par quelqu'un à 100 mètres de chez eux. Donc rien n'empêche, rien, absolument rien, parce qu'on le fait, rien n'empêche que les militaires soient déployés, surtout dans la banlieue de Dakar et à Toubambaké, pour mettre fin à cette série d'agressions-là. Qu'on ne dise pas que les militaires ne sont pas faits pour ça, ils sont en Casamance. En Casamance, ils ne sont pas en guerre, ils ne sont pas sur les frontières, ils sont dans les villes, dans les villages, ils sont là-bas pour assurer la sécurité des Sénégalais. Nous sommes tous des Sénégalais, en Casamance, à Dakar. Ce qu'on fait en Casamance, on peut le faire à Dakar, on peut le faire à Toubambaké.